Au Brésil, la crise de la COVID-19 a frappé fort, mais malgré les critiques, le président Jair Bolsonaro reste très populaire. Les plus récents sondages le montrent en bonne position pour un deuxième mandat en 2022. On en parle rarement, mais vaut la peine de s'attarder sur son cas. Car en étudiant le parcours de Bolsonaro et les raisons de sa popularité, on comprend beaucoup mieux le Brésil moderne et les tendances politiques qu'on voit de plus en plus à travers le monde. L'élection présidentielle de 2018, celle qui a porté Bolsonaro au pouvoir, a eu lieu dans un contexte de vives tensions politiques et sociales. En 2016, la présidente du pays a été destituée après des manifestations monstres de millions de Brésiliens qui ont pris la rue. Elle était blâmée pour sa mauvaise gestion des finances publiques et ses mesures d'austérité pendant que le pays traversait une des pires crises économiques de son histoire. En plus, elle était aussi touchée de très près par le scandale Petrobras, un des plus gros complots dans l'histoire du pays, un réseau de corruption de la classe politique qui empochait des milliards de dollars en fonds publics. Tout ça pendant que des millions de Brésiliens s'enfoncent dans la misère. Donc quand arrive l'élection présidentielle de 2018, que des nouveaux accusés sont nommés presque quotidiennement dans la presse et que Jair Bolsonaro affronte un ancien président, lui-même accusé de blanchiment d'argent, les conditions sont idéales pour un tremblement de terre politique. Bolsonaro grimpe en fusée dans les sondages. Il a l'air d'un visage neuf au sein de la classe politique, loin de la corruption et du copinage habituel. Pourtant, il est en politique depuis 1990, mais sans grande influence, et c'était au fond un homme politique relativement discret. Pendant sa campagne, il parle de corruption, il exploite le ressentiment de la population vis-à-vis des élites, mais aussi il inspire la nostalgie du régime dictatorial militaire du dernier siècle. Son programme économique, c'est la privatisation d'entreprises publiques, la dérégulation du secteur financier et la réduction du nombre de ministères. Sur le plan environnemental, il propose de se retirer des accords de Paris et envisage aussi de construire une autoroute traversant l'Amazonie et d'ouvrir aux minières les territoires autochtones. Certains le condamnent d'ailleurs pour des propos racistes, misogynes ou homophobes. Pour plusieurs, Bolsonaro, c'est une controverse ambulante. Pourtant, pendant que ses adversaires perdent l'appui de la population, lui en profite pour consolider sa place comme meneur. La tension est à un point tel que 2018 est la campagne électorale la plus violente que le Brésil ait jamais connue. Bolsonaro lui-même est sévèrement blessé après une tentative de meurtre par un militant de gauche. Le scrutin est interrompu pendant des semaines, le temps que Bolsonaro reçoive des chirurgies importantes. Il devient un peu un martyr. Pendant ce temps, les partisans de Bolsonaro se déclarent en guerre contre ses adversaires. Les affrontements violents s'intensifient. La rage au cœur lui-même jette de l'huile sur le feu. Il annonce une purge, comme le Brésil n'en aurait jamais connu. Des gauchistes hors la loi, qui devront se soumettre à la loi comme tout le monde ou bien aller en prison. Il en appelle ouvertement à les mitrailler. Au final, Bolsonaro va surtout convaincre les classes moyennes et aisées, les jeunes et la population éduquée, quoiqu'il a aussi touché la classe populaire, qui est inquiète face aux enquêtes de corruption sur les politiciens de gauche. Il gagne le deuxième tour de la présidentielle avec 55% des voix et devient officiellement président du Brésil le 1er janvier 2019. Bolsonaro, pour beaucoup de ses détracteurs, c'est un peu un retour au régime dictatorial militaire. En plus, durant cette période, il était lui-même dans l'armée. Et là-dessus, la plaie est encore très vive pour une partie des Brésiliens, qui veulent surtout pas y retourner, et qui savent à quel point leur démocratie est fragile. De 1964 à 1985, le Brésil a vécu sous la dictature, après un coup d'État par le maréchal Castelo Branco. Il avait alors prétexté la menace communiste, l'alignement de Cuba sur l'URSS et plus généralement les principes démocratiques pour s'élever au pouvoir. Là-dessus, il suivait la doctrine de sécurité nationale des États-Unis dans le contexte de la guerre froide. La CIA d'ailleurs avait appuyé les démarches de Branco avec l'opération Brother Sam. Le coup d'État établissait la prépondérance de l'armée dans la vie politique brésilienne. Dans les années qui ont suivi, la Constitution a été suspendue, le Congrès dissous et des libertés individuelles limitées.
Par exemple, les forces de l'ordre étaient autorisées à arrêter et à emprisonner tout suspect sans aucun contrôle judiciaire, ce qui a conduit à la détention de dizaines de milliers de personnes, dont une grande partie a été torturée et dont environ 10 000 ont été exilés du pays, carrément. En 2007, plus de 20 ans après la fin de la dictature, le gouvernement du Brésil publiait un ouvrage intitulé « Le droit à la mémoire et à la vérité ». Le rapport reconnaissait la responsabilité de l'État brésilien vis-à-vis des crimes commis durant le régime militaire. En 2014, le gouvernement publiait un autre rapport sur les violations des droits de l'homme durant la dictature. On y expose 434 assassinats, des centaines de détentions arbitraires et de tortures d'opposants du régime, des violences sexuelles et des disparitions forcées. Donc, depuis 15 ans, les Brésiliens essaient de faire la paix avec un épisode douloureux de leur histoire, et l'institution militaire est particulièrement pointée du doigt. Mais Bolsonaro, comme nous l'avons évoqué, est nostalgique de cette époque. En fait, dès la première année de son mandat, il a renié les deux rapports, puis il a ajouté 2 militaires à la commission spéciale qui est encore en vigueur aujourd'hui. Il a aussi demandé à son ministre de la Défense d'organiser des commémorations du putsch de 1964, qu'il ne considère pas comme un coup d'État militaire, mais comme une révolution démocratique. D'ailleurs, son administration compte au-dessus de 3000 militaires, dont 9 ministres sur 22 et le vice-président. Déjà, beaucoup de choses rappellent le passé. La majorité pénale à 16 ans, l'accessibilité du port d'armes, la peine de mort, l'utilisation de la torture contre les trafiquants de la drogue et la destitution des fonctionnaires qui auraient des idées communistes. Après tout, de son propre aveu, son objectif politique est de ramener le Brésil à ce qu'il était sous la dictature. Maintenant, c'est vrai que le gouvernement de Bolsonaro est autoritaire et que son penchant militaire renforce son image d'homme fort, mais au final, on peut quand même pas parler de dictature. Pas encore en tout cas. La raison pour laquelle la science politique s'intéresse autant au cas brésilien, c'est à cause qu'il représente une tendance lourde qu'on observe partout à travers le monde. Le fait est que Bolsonaro est un symbole fort de la montée du populisme en démocratie, un politicien qui représente l'autorité, l'ordre, qui dénonce la corruption des élites et qui ravive la nostalgie d'une époque plus glorieuse, un orateur charismatique qui n'a pas peur de la controverse et qui se pose en ennemi de la gauche. Disons que la comparaison avec Donald Trump se propose d'elle-même. Et c'est pas tout à fait faux. Les deux représentent pour leurs électeurs une sorte de porte de sortie d'urgence d'un système politique et électoral profondément dysfonctionnel. La seule manière d'atteindre la lumière au bout du tunnel, ce serait de le dynamiter au complet. Briser les codes, casser le moule, le faire avec une conviction et une confiance déconcertantes. Les médias ne seraient qu'une bête docile qui jappe et gronde mais qui ne demande en fait qu'à être nourrie régulièrement. Parlez-en en bien ou parlez-en en mal, pas d'importance. Le cycle des nouvelles est si rapide que ce sera autre chose demain de toute façon. Quand un chien jappe à tous les passants, le facteur passe inaperçu. Comprendre Bolsonaro, c'est un peu comprendre les codes qui régissent le populisme moderne. C'est réaliser que Trump n'est pas une anomalie dans le paysage politique et qui s'inscrit dans un mouvement qu'on observe partout ailleurs. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Il semble circuler à travers le monde une énergie puissante, une sorte de rage qui cherche un exutoire, un canal pour se défouler. On cherche un coupable, on croit que c'est nos adversaires, peu importe lesquels. Le débat devient de plus en plus difficile, les factions se radicalisent et les extrêmes se normalisent. La tendance est planétaire et il est difficile d'imaginer qu'un tel climat puisse durer bien longtemps. On a cru un instant que c'était passager, mais il n'y a plus aucun doute. Ce à quoi on assiste en ce moment, c'est à l'effondrement du vieil ordre mondial, tel qu'établi après la Deuxième Guerre mondiale. Et tout indique que la crise de la COVID-19 aura fait qu'accélérer ce mouvement encore davantage. Notre époque pourra en être une de grandes turbulences. Les points de fracture deviennent de plus en plus évidents. Après tout, la montée de leaders populistes comme Trump ou Bolsonaro, ce n'est pas la cause du climat social actuel. C'en est plutôt un résultat.
Si certains s'inquiètent aujourd'hui pour l'avenir de la démocratie au Brésil, c'est pas à cause de Bolsonaro, mais du Brésil. C'était Benjamin Tremblay, 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine.